Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. Ils sont là, vos experts, pour vous éclairer tous les matins. François Clémenceau, Emmanuel Dutheil et Eva Roque. François, on commence avec vous, puisque le président de la République s'est livré hier à un vibrant plaidoyer, on peut le dire comme ça, en faveur de la diplomatie collective. Mais le discours d'Emmanuel Macron est-il vraiment si neuf que ça ? Dans les mots choisis, pas vraiment. Au contraire, il ressemble par bien des aspects au discours qu'on a pu entendre de François Hollande, de Jacques Chirac. Primauté au droit international, urgence de maintenir l'unité du Conseil de sécurité, impératif de traiter ensemble les défis qui nous concernent tous. Vous savez, pendant très longtemps, les Nations Unies ont été considérées un peu comme une assistante sociale d'un tiers-monde affecté par les maladies, le manque d'éducation, les fléaux climatiques et les guerres. Aujourd'hui, les défis globaux affectent tout autant les pays pauvres que les pays riches. Le terrorisme, le réchauffement climatique, la piraterie informatique, la prolifération nucléaire et encore et toujours les guerres. Alors comme Jacques Chirac en son temps, Macron tire la sonnette d'alarme. Notre maison brûle, nous regardons ailleurs. Ça, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement valable pour le climat, mais pour tous les défis globaux. Oui, mais ce qui donne plus de force, peut-être, au discours d'Emmanuel Macron, c'est que les partenaires manquent à l'appel. Oui, c'est vrai, lorsque Chirac et Hollande parlaient, ils avaient l'impression de parler à des gens qui les écoutaient. Aujourd'hui, lorsque vous passez d'Obama qui prêchait en faveur du multilatéralisme et que vous avez Donald Trump qui va jusqu'à menacer de détruire une autre nation par le feu nucléaire, on change, oui, carrément de dimension. Mais le chef d'État s'en est pris en creux aussi à la Russie, qui protège son allié syrien, à la Chine, qui hésite à tordre le bras à la Corée du Nord, tous membres du Conseil permanent de sécurité, raison pour laquelle aujourd'hui, la France est dans une position assez exceptionnelle. Peut-elle être capable de faire le pont entre les États-Unis et le couple Chine-Russie, à condition qu'on sente derrière elle, bien sûr, le poids de l'Europe, d'où le discours d'Athènes le 7 septembre, passé quasiment inaperçu, où Macron évoque une Europe souveraine, capable de relever le défi de défendre ses valeurs par une vraie politique étrangère de défense. Mais dites-moi François, est-ce que tout cela ne relève pas de la posture ? Bien sûr que si, ça relève de la posture. Quand vous voulez faire des réformes économiques et sociales, vous savez qu'il vous faut 2 à 3 ans avant d'en percevoir les premiers effets. En politique étrangère, il faut de la posture dans la crise pour afficher sa détermination, mais il faut que les actes suivent, bien évidemment. Or, dans les coulisses de ces grandes négociations stratégiques, il est très rare de moissonner ce que l'on sème, que ce soit sur le climat ou sur la Syrie. La réussite se juge souvent sur le temps long, très long. Emmanuel Dutheil, on passe à l'économie avec vous. C'est vrai que c'est toujours très compliqué du côté de GMS dans la Creuse. On pensait que c'était réglé. Manifestement, ça n'est pas le cas. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. L'usine ne tourne toujours pas depuis sa reprise par l'industriel GMD. C'était pourtant le 7 septembre, maintenant il y a presque 2 semaines. Elle est en partie bloquée par des salariés très déçus par le plan de reprise. Bon, il faut dire qu'il n'y a que 120 collaborateurs qui ont été gardés sur les 277. Sur place, la tension est forte. Les premières lettres de licenciement sont arrivées avant-hier. Ça a rendu du coup très concret ce plan social, m'a confié un spécialiste du dossier, et du coup ça a encore un petit peu plus échauffé les esprits. Les gendarmes sont venus avant-hier sur le site pour exfiltrer le responsable des ressources humaines. Son bureau aurait en effet été envahi par quelques salariés. Les syndicats démentent cette interprétation. Ce week-end, quelques salariés ont voulu par ailleurs symboliquement ouvrir l'entreprise pour les journées du patrimoine, ce qu'a refusé le repreneur. Il a fallu faire appel là aussi aux forces de l'ordre. Et comment ça peut avancer maintenant, Emmanuel ? Eh bien, je peux vous dire qu'il y a de la désillusion de la part du repreneur. Ce repreneur s'appelle Alain Martineau. Je l'ai eu hier soir en ligne. Il le dit très clairement. Si les salariés ne peuvent pas travailler demain, il ira au tribunal. Au tribunal pour dire quoi ? Eh bien, pour dire c'est fini, je suis bloqué, j'abandonne. Et pourtant, comme il le dit, même si c'est dur de ne garder que 120 salariés aujourd'hui, il y a du travail, des commandes de Renault et PSA, des machines prêtes à redémarrer. Il dit quand même garder un peu d'espoir, mais pas question pour lui d'aller contre les manifestants. Nous ne sommes pas des mercenaires, m'a-t-il dit. Du côté des syndicats que j'ai eu également hier en ligne, on estime que le compte n'y est pas. Ils veulent des primes de licenciement, par exemple, supérieures aux primes légales. Et pour certains, ils ne sont pas prêts du tout à lâcher. À Bercy, on suit également de très très près ce dossier, qui est vraiment un dossier explosif. Le repreneur a eu des contacts, m'a-t-on dit, très directs avec le ministère ces derniers jours. Et qu'est-ce qui se passe, Emmanuel, si le repreneur abandonne? Oui, parce que vous avez raison, c'est une possibilité. S'il devait se retirer, ce serait tout simplement une catastrophe pour l'entreprise, pour les collaborateurs et pour la Creuse. Ce serait très étonnant qu'un nouveau repreneur se présente comme ça à la dernière minute, surtout dans ce climat. Et puis à partir du moment où il n'y avait que GMD pour reprendre l'entreprise, ce serait tout simplement la liquidation
d'office de l'entreprise et donc l'arrêt de toute activité. Là, les 277 salariés perdraient tous leur emploi. Ce serait dramatique pour eux, pour les sous-traitants, pour la Creuse. GMNS, on l'a beaucoup dit, est l'un des plus gros employeurs privés du département. Ouais, la journée s'annonce donc décisive pour l'avenir de GMS et de GMD. Je me tourne vers vous, Eva Rock. On allume la télé. Oui. Apaisez-nous. Merci, c'est gentil. On a une enquête de santé à regarder ce soir. C'est sur France 5, 20h55. Enquête sur les médecines parallèles. Oui, alors ce sont des médecines qui aujourd'hui s'incrustent dans les hôpitaux, comme l'hypnose par exemple. Alors là-dessus, on a eu déjà beaucoup de reportages qu'on a vus. Mais vous allez sans doute découvrir des pratiques plus étonnantes. Direction les jardins de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Dans le jardin de l'hôpital, le docteur Liu propose des séances de Qigong thérapeutique à des patients atteints de cancer. Des patients qui, comme Françoise, ont été orientés vers cette pratique par leur médecin. Ce Qigong, ça a été vraiment comme un peu une bouée de sauvetage. Vraiment quelque chose qui m'a permis de ressortir la tête de l'eau et de reprendre espoir, surtout. Reprendre des forces et reprendre le courage de me battre contre la maladie. Alors, du Qigong à la Pitié-Salpêtrière, mais il y a aussi du shiatsu, de la réflexologie plantaire, de l'acupuncture, de l'homéopathie. Autant de méthodes, en fait, que vous retrouvez désormais dans les établissements français et auxquels se raccrochent les patients quand la médecine allopathique, en fait, ne répond pas à leurs attentes. Il n'est pas question de guérir, mais d'accompagner le patient dans son parcours de santé et notamment de gérer la souffrance. Alors, évidemment, ce genre de sujet exige forcément de prendre en compte tous les avis, parce que sinon, vous êtes accusé de partialité. Et celui du professeur Loïc Capron est assez tranché. L'hôpital n'est pas un lieu où on doit pratiquer ces médecines-là, pour moi. Ça abuse des malades en leur expliquant qu'on va les guérir de choses que la médecine orthodoxe ne sait pas soigner. On peut les appeler médecine douce, on peut les appeler médecine complémentaire. Pour moi, c'est de la charlatanerie. Charlatanerie, voilà. Bon, c'est le vieux débat. De toute façon, le reportage ne peut pas vraiment trancher la question, parce que charlatanisme ou effet réel sur la santé des patients, la question, elle demeure. Mais le sujet a une qualité, c'est pour ça que je vous en parle ce matin, c'est qu'il a le mérite de s'interroger notamment sur la place du malade dans le système de santé français. Et puis, au fil du sujet, se dessinent quand même deux types de médecine parallèle ou deux types de médecine douce, c'est-à-dire celle que l'on tolère dans les hôpitaux, donc celle qui accompagne notamment ce que je vous disais, le patient dans son parcours de santé et dans la gestion de la douleur, et puis celles qui sont pointées du doigt parce qu'il y a un réel risque de dérive sectaire. Pour faire simple, l'acupuncture, oui, les guérisseurs, non, ils n'ont pas leur place dans les hôpitaux. Et le débat se poursuivra d'ailleurs en plateau après la diffusion de ce reportage. C'est un débat animé par Marina Carrère-Dancos et Michel Simès. Et c'est à voir sur France 5, 20h55. C'est quoi le Qigong? C'est remboursé par la sécurité sociale? Et alors certaines, oui. Oui, il y a certaines pratiques qui sont remboursées par la sécurité sociale, notamment l'acupuncture par exemple ou l'homéopathie. Mais le Qigong, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme une médecine, c'est comme une gymnastique en fait, une gymnastique avec les bras, des mouvements lents, etc. Je vais vous montrer, je vous fais une petite démonstration. Allez, petite démo, mais pas ici, pas ici, attention. Allez, 6h54, ne bougez pas, Nadia Dame arrive. Europe 1.